Aujourd'hui, donc le Père Lubot, dans la continuité de ce qui a été évoqué les précédents dimanches, m'a demandé de parler de la question des écrans, de notre ascèse numérique. Donc on va essayer d'aborder ce sujet. C'est un sujet très très vaste. C'est difficile de l'aborder en moins de 45 minutes. Et puis surtout, je vais essayer de le lier avec ces évolutions de la société qu'on a évoquées dans les précédentes conférences. On a observé que dans la société, il y avait un certain nombre de problèmes qui étaient soulevés, en tout cas des défis pour les chrétiens, pour les catholiques. Et il fallait avoir vraiment conscience et être lucide sur ces nouveaux défis. Et que nous, chrétiens, on doit s'efforcer de voir le réel pour identifier les lieux qui sont des points de combat spirituels. Et puis, sans oublier jamais que l'annonce doit toujours précéder la dénonciation. Donc, ce qu'on a conclu dans les précédentes conférences, c'est qu'on vit dans une société qui ne connaît plus Dieu, avec une perte du christianisme qui, pendant des siècles et des siècles, a fait le ciment de la société. C'est ce qu'on avait appelé la matrice, le moule, qui faisait que la société humaine s'organisait quand même autour de fondements chrétiens. Et aujourd'hui, à partir de ces restes, prospèrent des formes d'humanisme dévoyées, humanisme sans Dieu. Et nous, chrétiens, on doit revendiquer le droit fondamental de pouvoir connaître Dieu. Et on a des obstacles. Et donc j'ai pris l'exemple de Jean-Paul II, qui était apôtre à l'heure de la globalisation. Et pour prendre cette comparaison-là, aujourd'hui, on doit porter une voix qui est à l'heure de la démondialisation, en tout cas d'une forme de désenchantement de cette mondialisation. Et donc se mettre justement à l'école du pape François, je pense qu'il a vraiment saisi cet enjeu-là, et c'est ce qui fait que ça aussi, parfois, ça peut nous déranger, on va y revenir. On doit combattre des nouvelles formes de totalitarisme qu'on peut qualifier aujourd'hui de tyrannie douce et qui prospèrent sur ces vertus chrétiennes qui sont un peu devenues folles parce qu'elles ne sont plus liées entre elles et surtout elles ne s'enracinent plus dans le Christ. Alors on a parlé des théories postmodernes, où on ne croit plus à l'histoire, on déconstruit tout, à commencer par l'homme. Et puis, on voit bien qu'il y a une certaine conception du système libéral qui s'accommode très bien de tout cela, parce que c'est rentable. On a des marchés qui s'appuient sur un consommateur. Plus il est segmenté, plus c'est intéressant. Donc l'individualisme, le matérialisme et la jouissance. Paradoxalement, l'enseignement de l'Église, la sagesse chrétienne nous dit que l'homme, lui, il n'a pas changé. Il est resté intrinsèquement le même, c'est-à-dire un être spirituel. Et on voit bien qu'il y a toujours, c'est omniprésent, une recherche du bonheur. Alors on voit bien qu'elle s'illustre de façon un peu désordonnée selon les modes, surtout dans une société liquide, qui s'oppose à une société solide, avec des institutions, avec des repères, la famille, la piété filiale, le village, avec des références. Et puis une société qui est devenue très hédoniste, tournée vers un mode de vie où le plaisir égoïste s'oppose à peut-être une forme de charité, à s'intéresser aux pauvres, ce confort qui nous baigne dans un sentiment de sécurité qui s'oppose souvent à la vraie liberté. Voilà. On voit bien que nos contemporains, comme le dit Charles Péguy, ce sont ces modernes qui ne croient à rien, pas même à l'athéisme, qui ne se dévouent plus et qui ne se sacrifient à rien. Alors, pourquoi on aborde
ce qu'on peut qualifier de révolution numérique. Ça a commencé dans les années 80, c'est pas un phénomène nouveau, mais on vit actuellement l'apogée un peu de cette période-là qui s'est énormément accélérée. Parce qu'on va voir qu'au-delà d'un progrès uniquement technique, l'omniprésence des écrans, mais aussi de tous les outils, l'ordinateur, a un impact sur nous-mêmes, sur nos usages. Ça a des conséquences sur notre psychisme, sur notre relation au monde, notre relation aux autres. Et donc, ça a un impact si important que c'est pour ça qu'on parle, j'ai le titre d'apocalypse cognitive, mais il y a vraiment, on vit un tournant et qui a un impact sur notre civilisation. Alors de quoi parle-t-on? Là, je m'appuie sur une conférence que un frère de Saint Jean, le frère Samuel Rouvillois, avait donnée à l'ICES il y a 2 ou 3 ans. Il nous dit, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le fruit de 4 grandes inventions qui ont eu lieu au XXe siècle. Une société de communication omniprésente, en temps réel, c'était pas nouveau avec le téléphone, la télévision, la radio, mais ça a énormément augmenté. On est passé du télégraphe aux messageries en temps réel. Le temps réel qui est audiovisuel, qui ne touche pas tous les sens. On n'a pas encore l'odeur, le goût, le toucher. Donc ça, c'est la communication omniprésente, c'est le premier grand mouvement du XXe siècle. Le deuxième, c'est évidemment l'informatique. L'informatique, c'est quoi? C'est la science du code, c'est la langue numérique du monde. C'est ce qui permet de programmer nos machines. Troisième grande invention du XXe siècle, c'est Internet, qui met en connexion toutes ces machines. Donc une toile d'échange d'informations. Et puis, je viens de l'évoquer il y a un instant, le XXe siècle a aussi vu une économie se tourner vers une économie de la consommation avec une addiction productive au plaisir, qui est un moteur de notre système économique, une logique d'addiction au plaisir. Et finalement, ces 4 inventions, elles sont reliées dans un mouvement d'ensemble qui est porté par une forme de pensée scientifique, que certains pourraient qualifier de progrès. Alors ce qu'on vit aujourd'hui, c'est, avec tous ces outils-là, c'est un deuxième cerveau. L'ordinateur, notre téléphone, se loge partout dans nos vies, comme un assistant à la rationalité, avec une puissance rationnelle qui nous aide. C'est une calculette, c'est la recherche pour tout sur Wikipédia, c'est un gain de temps énorme. Je peux faire de la recherche généalogique, on gagne du temps pour plein de choses, plutôt que d'aller dans les archives, on va chercher en ligne, etc. Et puis des machines de plus en plus performantes. On parle beaucoup aujourd'hui de l'intelligence artificielle. On va revenir sur ce sujet-là, mais la première chose qu'on peut dire, c'est que il y a quelque chose qui est un peu erroné, c'est qu'on ne peut pas la qualifier d'intelligence, véritablement d'intelligence, parce que la machine, si je lui délègue un discernement, elle ne saura pas faire. Je prends un exemple, j'ai fait un test tout à l'heure en reprenant ça, je me suis dit il faut que je prenne un exemple, donc j'ai pris mon téléphone, j'ai fait une commande vocale à l'ordinateur de mon téléphone en lui disant ok, ma femme fait beaucoup de jardinage en ce moment, je lui ai dit est-ce que je dois divorcer compte tenu que ma femme fait trop de jardinage? Et la machine m'a répondu j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous conseiller. Et la machine, c'est pas de l'humilité, non, c'est un calcul. Voilà, c'est une probabilité qui se fonde sur des mots-clés. Voilà, la machine a compris que cette question-là, elle ne devait pas y répondre. Donc c'est notre deuxième cerveau. On vit dans un deuxième monde aujourd'hui. Notre présence sur les écrans, bien qu'on passe beaucoup de temps dans un univers virtuel. Alors les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, maintenant les adolescents sont beaucoup sur un autre réseau social qui s'appelle TikTok.
qui se fondent de plus en plus sur l'image et la vidéo. Ouais. J'espère que vous entendrez mieux pour ceux qui sont à distance. Vous pouvez vous inventer une nouvelle identité. Alors évidemment, on peut faire des tas de choses sérieuses. Moi, je le vois sur Facebook, il y a des groupes thématiques. Si vous êtes passionné d'histoire locale, vous allez avoir des échanges extrêmement enrichissants. On peut presque avoir une deuxième vie, à l'exception toujours du toucher et de l'odeur, du goût. On est en phase d'apprentissage de ce nouveau monde qui évolue, qui se met en place. L'alliance, bon, on reviendra sur le deuxième cerveau, mais le deuxième cerveau, il est aujourd'hui dans nos voitures aussi, par exemple. Donc deuxième cerveau, deuxième monde, et puis un deuxième corps. On a une forme d'exosquelette. Justement, on peut piloter les machines à distance. Aujourd'hui, vous savez que vous rentrez dans votre maison de vacances, vous allumez le chauffage, vous pouvez être à 8000 km, vous l'allumez à distance, vous pouvez nourrir votre chien, etc. Un autre exemple amusant, j'ai un ami qui voyage beaucoup, il a une enceinte intelligente chez lui, et grâce à une application, il peut parler à sa femme à n'importe quel moment. Donc elle est en train de cuisiner, elle est seule puisque son mari est en voyage aux États-Unis, et tout d'un coup, il l'interpelle. Ça peut être... voilà. Alors, dans nos usages, qu'est-ce que ça change ? Je ne sais pas si ça rentre dans l'exercice qu'on nous demande dans l'Exodus, là, pendant le carême, mais je vous donne un ou deux petits chiffres qui sont assez symptomatiques de ce qu'on vit. Aujourd'hui, un adolescent moyen peut faire 8 km. Vous voulez que je le mette ? Peut faire 8 km en surfant sur son écran. Je ne sais pas si on considère que c'est... on se dépense autant que pour un footing. Bon. J'ai du mal à le mettre. Hein, mais... en faisant juste ça, en scrollant. Un autre exemple, c'est l'allocation de notre temps à ce qu'on fait depuis l'homme préhistorique jusqu'à maintenant. L'homme préhistorique, il occupait 95% de son temps à des choses vitales, se nourrir, la survie de l'espèce, se mettre en sécurité, etc. Aujourd'hui, on a basculé dans ce qui est purement primaire. On dépense très peu de temps. On a inversé la tendance. On dépense 5% de notre temps. Voilà. Donc, on a énormément de temps disponible. Et donc, l'homme, finalement, s'est un peu affranchi de ses chaînes biologiques. Alors ça, c'est un sociologue qui s'appelle Gerald Bronner qui parle de ça et qui explique qu'en 1926, le ministre Jean Perrin, qui était prix Nobel de physique, rêvait qu'à partir du moment où l'homme se serait affranchi de sa servitude biologique, donc la nourriture, la survie, etc., la disponibilité mentale, ainsi libérée, lui permettrait d'accomplir des progrès spectaculaires. Finalement, cette prophétie s'est avérée plutôt exacte. D'une, la disponibilité mentale a été multipliée par 8 en une centaine d'années. Nous avons externalisé nombre de ces gestes physiques. J'ai pris l'exemple de la machine à laver dimanche dernier. Donc pour les tâches domestiques, on peut les multiplier. Et puis, on a externalisé aussi des choses qui sont de l'ordre cognitif. Donc, on fait appel à c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, cette capacité de rationalité, de rationaliser les choses, de calculer. Donc, on a 8 fois plus de temps disponible, de disponibilité cérébrale, c'est énorme. Et donc, ce sociologue, il estime qu'on dispose d'1,139 milliard d'années de cerveau disponibles en France chaque année. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette disponibilité ? Est-ce qu'on l'utilise pour faire la grandeur de l'homme, pour la prière, pour l'oraison ? Et en fait, on se rend compte qu'on dépense beaucoup de temps à faire des choses qui ne sont pas très utiles. Alors, l'exemple, c'est YouTube, on va revenir dessus dans un instant.
Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop, que ce temps disponible, il est utilisé, il y a une forme de cambriolage. On pourrait faire des belles choses et en fait, c'est l'écran qui occupe tout. Et en fait, l'écran, c'est l'arme du crime idéal, puisque vous allez le voir, c'est redoutable. Et donc, on se laisse piéger. Et pas pour des choses qui sont parfois très très belles. L'exemple le plus frappant, ça reste la sexualité. Les vidéos pornographiques sur Internet sont quasiment l'activité, en tout cas sont les vidéos les plus regardées par les êtres humains sur Terre. On estime que c'est 629 millions d'années qui s'évaporent chaque année par le visionnage de ces vidéos. Donc on voit bien que l'humanité utilise sa disponibilité dans des contemplations qui sont triviales, ludiques, conflictuelles, bassement intuitives. On va dérouler tout ça. Alors, est-ce que l'écran est en lui-même nocif? L'écran n'est qu'un média. Les outils ne sont pas bons ou mauvais. C'est l'usage qu'on en fait qui est bon ou mauvais. Et puis, vraiment, c'est pour ça qu'il fallait parler de ça dans ce cycle de conférences, il y a un système qui favorise tous ces outils. Finalement, on a découvert un peu l'or noir du XXIe siècle. Ce sont les données qu'on laisse, toutes les traces qu'on peut laisser sur nous-mêmes, sur notre mode de consommation en utilisant ces outils, et puis qui alimentent les algorithmes, donc les machines qui calculent, et c'est ce qui permet, par exemple, l'exemple le plus courant, c'est Amazon de vous proposer des choses qui, sans que vous l'ayez demandé, vous correspondent tout à fait, vous en aviez vraiment besoin. Donc, cette multiplication des écrans, elle a une énorme conséquence sur les échanges d'informations. Parce que c'est l'information, ce qu'on appelle les contenus, qui nous rattachent à nos écrans. Et vous allez le voir que c'est pas innocent. L'information, c'est un marché. Et il s'est, avec le développement de ces outils et des écrans, complètement dérégulé. Il y a énormément de contenu, je ne sais pas combien il y a de vidéos sur YouTube, mais ça dépasse l'entendement. Alors voilà comment on est capté par les écrans. Je vais donner un exemple. C'est ce qu'une psychologue avait appelé l'effet cocktail. Lorsque vous discutez avec quelqu'un dans un brouhaha, par exemple dans un cocktail où des gens boivent un verre, vous n'écoutez que cette conversation-là. Mais votre cerveau, il entend bien plus. Il peut soudainement attirer votre attention sur certaines informations qui sont échangées en dehors de la conversation que vous avez avec une personne. Si quelqu'un prononce votre prénom, vous allez immédiatement être interpellé. Si le mot sexe est utilisé, c'est pareil, ça va détourner votre attention. Vous allez réagir. Sur les écrans, nous sommes constamment la proie d'informations qui répondent à ces attentes immémorielles de notre cerveau. Donc c'est ce qu'on appelle les sciences. Donc, cocktail. L'effet cocktail. Et c'est ce qu'on appelle les sciences, donc les sciences. Donc tout concourt à ce que nous nous abandonnions à quelque chose de satisfaisant, mais qui ne sera pas forcément optimal pour le cerveau. C'est là où est le danger. Le marché des idées et des images répond de plus en plus immédiatement à nos attentes. Donc ça produit de la satisfaction pour le cerveau, mais pas pour l'homme. On avance peu à peu. C'est l'exemple du puzzle. Vous savez, c'est comme ça que fonctionnent beaucoup de publicités ou de contenus qui vont attirer votre attention quand vous surfez sur les réseaux sociaux ou sur différents médias sur Internet. L'effet puzzle, c'est qu'on ne supporte pas d'avoir une partie manquante du puzzle. Donc c'est souvent ces petites interpellations, 5 choses que vous ne saviez pas sur telle ou telle chose. Alors par exemple, moi si je veux le faire, vous allez comprendre ça.
pour accrocher votre cerveau. Si je veux faire une publicité, j'ai quelque chose à vendre à des paroissiens de Saint-Louis, je vais faire une publicité et je vais dire 5 choses que vous ne connaissiez pas sur la vie de votre curé, Dominique L, dans sa vie d'avant. Je peux vous dire que beaucoup de paroissiens cliqueront. Et derrière, je peux dire qu'il a fait de la moto, qu'il aime les carambars, je ne sais pas, je peux mettre tout ce que je veux. Mais le cerveau, il ne supporte pas cette partie manquante. On a tous envie de cliquer. Alors, le site de contenu vidéo par excellence, c'est YouTube, et il est c'est très symptomatique de tout ça. Vous allez voir une vidéo, donc une conférence, mais YouTube va vous proposer toujours des suggestions. Et ces recommandations, ce n'est pas fait de façon innocente ou anodine, puisque 3/4 des vidéos qui sont visionnées sur ce site sont suggérées. Donc les gens se laissent entraîner. L'idée, c'est toujours que vous y restiez, hein. C'est de maintenir votre attention. Et la faille cognitive qui est utilisée, ce qui s'appelle l'escompte hyperbolique, mais on n'a pas besoin de ce jargon technique, c'est notre perception du temps et des récompenses futures qui est toujours altérée. On est toujours à la recherche d'un contenu meilleur que le précédent. Donc, vous regardez une conférence, on vous propose un contenu que votre cerveau va lire comme meilleur, je continue dans ma quête. Donc il vous propose des vidéos de plus en plus longues et de plus en plus populaires. Et les vidéos populaires, qu'est-ce que c'est? C'est des vidéos en général où on simplifie les choses. Ce sont rarement des analyses critiques, détaillées, avec un sens de la nuance, de la complexité. Non, non, c'est pas ça. C'est plutôt des contenus très émotionnels, fourmillants, qui sont peu étayés et avec des avis assez tranchés ou des choses qui font ressortir l'émotion. Et donc ces vidéos, elles nous mettent dans un état un peu second, un état de conscience modifié et intense, où toute notre attention et notre concentration sont en pilote automatique. Voilà, donc, et puis c'est une expérience qui est gratifiante pour le cerveau. En fait, la responsabilité, elle ne vient pas que de l'algorithme qui est évidemment extrêmement ingénieux, hein. Donc l'algorithme, je vous le disais, c'est l'ensemble des règles propres à un calcul. C'est ce qui fait que l'ordinateur calcule toujours selon vos habitudes, les mots-clés que vous utilisez, etc. Mais l'agent au départ de la recherche n'est autre que nous-mêmes. Et ça fonctionne aussi sur un biais, c'est le biais de confirmation, un biais cognitif, le biais de confirmation qui nous fait toujours préférer les informations qui correspondent à ce que l'on croit déjà. Donc ça explique une forme de conformisme ambiant sur les réseaux sociaux. C'est ce biais de confirmation. Ça me conforte dans les idées que j'ai déjà. Une image qui nous avait été donnée par notre évêque sur le conformisme des réseaux sociaux, c'est dans Tintin, c'est les Dupont dans le désert qui tournent en rond. Ils cherchent à retrouver leur route pour partir. Et ils font un cercle, ils vont un rond, puis tout d'un coup ils retombent sur leur pas. Puis ils se disent, mais des gens sont passés par là, donc on va suivre cette route-là. Et ils refont un rond, puis ils voient qu'il y a encore d'autres pas. En fait, c'est le cercle vicieux qui pense qu'ils empruntent la route, puisqu'il y a de plus en plus de monde qui l'emprunte. Or, ce n'est autre qu'eux-mêmes. Et donc, ce système-là, de l'information sur les écrans, c'est un système qui exploite nos vulnérabilités. Donc il faut en avoir conscience, et évidemment, tout le modèle publicitaire en ligne repose sur ce biais. Et puis, un autre aspect important, c'est que l'humain déteste l'incertitude. On l'a bien vu dans la période d'inconfort qu'on a vécue, ça a généré beaucoup d'incertitudes, la période du Covid. Et l'incertitude, vous allez voir, elle produit aussi beaucoup de choses. Je vous donne un autre exemple. C'est arrivé à beaucoup de gens, ça, vous constatez que vous avez de la fièvre et puis en même temps vous saignez du nez. Vous vous dites, personne ne peut m'aider, c'est quand même assez rare, j'ai de la fièvre et je saigne du nez en même temps. C'est très inquiétant, hein. Donc incertitude, en général on va sur internet, on regarde sur un forum, on tombe sur Doctissimo, en tout cas à une époque tout le monde allait là-dessus, et on trouvait toujours dans les forums une description qui correspondait à ce qu'on avait. Et donc dans notre tête, on était convaincus que
que c'était ce que nous avions, mais en dehors de tout diagnostic médical, et qui est souvent faux. Donc, on est tous devenus acteurs de ce marché de l'information, et nous sommes à la fois des victimes, et puis des bourreaux de ces techniques pour attirer l'attention, puisque nous sommes consentants. Donc nous sommes manipulables, et il y a une forme de régression un peu de l'homme contemporain dans ses contemplations. Voilà. Et puis, pourquoi ça a un impact important sur la façon de faire notre société? C'est que, il y a des idéologies qui prospèrent avec cette révolution numérique et puis qui nous détournent de la vérité. Alors, il y a beaucoup d'exemples à donner, hein, mais les réseaux sociaux favorisent beaucoup, ou en tout cas accélèrent ce qui a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. J'aime pas trop utiliser l'expression parce qu'on l'utilise à toutes les sauces, et surtout pour condamner les gens qu'on pourrait considérer ignorants, etc. C'est les théories du complot. Ça fait très condescendant de le dire. Mais il est vrai que beaucoup de récits frauduleux, faux, prospèrent grâce aux réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est l'expression de tous, hein, c'est un peu le café du commerce à l'échelle globale. Tout le monde est devenu un peu éditorialiste. Ça favorise des opinions un peu caricaturales, un peu extrêmes, sûres d'elles-mêmes, négatives, violentes. L'algorithme le favorise parce que c'est viral, ça fait du buzz, ça fait que vous allez avoir de l'audience. Donc toutes les réactions primaires, violence, conflit, dénonciation. Donc ça polarise le débat et ça exclut la nuance. Donc ça pose déjà des questions sur même la vie démocratique. Et puis sur un souci d'honnêteté intellectuelle. En plus, c'est favorisé par l'anonymat. Il y a un refus des opinions contraires. Et puis ça utilise quelque chose qui est très puissant, c'est le ressentiment. Je donne un exemple. La tonalité de l'indignation, quand quelqu'un utilise cette tonalité, c'est redoutable parce que ça nous paraît juste l'indignation. Mais on peut l'utiliser très facilement. Ça paraît toujours, c'est perçu comme une émotion juste, mais elle peut être complètement fausse. Ça peut être de la comédie. Et donc ces récits mensongers fonctionnent très bien. Alors vous pouvez tout prendre, j'ai pas d'exemple, mais par exemple, je vais prendre quelque chose de très gros. Il y a une théorie du complot qui a toujours existé depuis 5 siècles, c'est une théorie du complot sur les jésuites, hommes de pouvoir, entretenus par la littérature, etc. Donc on pourrait filer la métaphore là, de cette théorie du complot actualisée. Donc le pape est un jésuite, donc c'est un imposteur. Comment ça fonctionne, une théorie du complot? Déjà, et pourquoi ça prend chez chacun de nous, il faut faire très attention, je précise qu'on traverse tous des doutes et qu'on a tous cette vulnérabilité. Déjà, pourquoi on souscrit à certaines de ces thèses? Ça nous permet de nous extraire de l'incertitude, puisque souvent, c'est une lecture du monde où l'émetteur de la thèse a la maîtrise totale de la causalité. Ça propose une synthèse univoque, infaillible du monde, puisque vous voyez, on est souvent dans une simplification très importante. Ces thèses confortent toujours le sentiment victimaire des personnes qui croient en cette thèse, et la narration proposée offre un terrain propice pour les biais de confirmation, j'en parlais tout à l'heure. C'est sûr, c'est la preuve, puisque c'est ce que je pensais. Les récits contre les puissants ont toujours existé, contre les élites. Et puis, ce qui rend toujours ces thèses vraiment crédibles, c'est qu'elles portent toujours une part de vérité. Oui, le pape était un jésuite, par exemple. Et oui, les jésuites ont un pouvoir dans l'histoire, etc. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est ça, c'est un imposteur, ou que ça, des choses qui sont parfois très délirantes. Donc, les réseaux sociaux amplifient ces phénomènes de contextualisation, de simplification, voilà. Et puis, la machine, dans leur conception, favorise la viralité de tout ça. Et donc, après, ça donne une défiance excessive envers l'autorité, le discours scientifique, politique, médiatique, etc.
Alors, évidemment, ça a un impact sur nous et puis sur notre vie en société et sur notre civilisation, notre rapport au corps, les conflits, le pouvoir, la justice, les mœurs, la famille, le droit. Alors on va regarder un peu maintenant comment on y répond à ces phénomènes. Les outils ne sont ni bons ni mauvais, je l'ai déjà dit, c'est l'usage qu'on en fait qui est bon ou qui est mauvais. Difficile d'imaginer de se couper radicalement de tous ces outils. En tout cas, il y aurait quelque chose d'héroïque ou alors vous décidez d'aller vivre en ermite. Mais il faut avoir conscience que on joue avec quelque chose qui est possiblement dangereux, voilà, et qui est favorisé par notre société. La compétitivité, la toute-puissance de l'image, le narcissisme, la séduction. Voilà. Il y a plein d'exemples à donner, mais vraiment, je ne peux pas m'attarder trop là-dessus. Et puis, ça a des enjeux sur nos vies personnelles, nos relations familiales, la distance, le gain de temps, toujours. Et puis, ça donne de nouveaux pouvoirs. Des pouvoirs positifs. Vous voulez lever des fonds pour une cause humanitaire, c'est très bien, vous avez la possibilité aujourd'hui de le faire assez facilement. Mais vous avez un pouvoir négatif, par exemple le terrorisme fonctionne très bien aussi grâce à ce système. Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle manière d'agir dans le monde. Vous n'allez plus acheter vos billets de train au guichet à part de rares exceptions. Demain, il n'y aura plus même de contrôle des billets par des personnes physiques, les machines feront tout. Notre perception change aussi, la géographie n'est plus la même. La nuit, vous parlez avec des Coréens, mais le lendemain, quelle est votre relation avec votre voisine de palier? Bon, voilà. Le nombre d'informations échangées a considérablement augmenté. On reçoit des tonnes et des tonnes d'informations. Et c'est favorisé par le marketing. La perception du réel a changé aussi, différemment. Et puis tout s'accélère. Voilà. Aujourd'hui, on voit bien que la puissance du volume informatique s'accélère considérablement. Tous les 2 ans, on vit une mini-révolution. Donc on a une autre manière de vivre et puis nouveau savoir pratique. Il faut un effort colossal pour sortir de tout cela. Et puis beaucoup d'esprit critique. Alors on a des nouveaux types de choix à opérer. Avec qui et comment je me mets en relation. Ça a beaucoup changé. Je prends souvent, il y a un exemple qui est un peu amusant, mais ça parlera à beaucoup de personnes. On est souvent interpellé par des personnes qui ne sont pas dans nos réseaux, sur les réseaux sociaux et qui, en tout cas, les hommes sont souvent interpellés par des femmes très belles, blondes, pulpeuses, etc. Faites le test, beaucoup de gens s'amusent à faire le test. Au bout de quelques échanges, au-delà des fautes d'orthographe, on découvre très vite que ce sont des Nigérians qui ont un cybercafé et qui essayent de vous hameçonner c'est une arnaque qui est très répandue aujourd'hui sur le web. Donc tout ça, voilà, comment on se laisse influencer, c'est vraiment une réflexion qu'on doit porter. Je veux dire, on est bourreau et victime, on pourrait dire qu'on est des aliénés volontaires. Et ça a commencé déjà il y a longtemps. La télé, c'était déjà aussi une forme de... il y avait déjà cet impact des écrans. C'est pas nouveau, mais ça s'accélère beaucoup. Ça a un impact aussi sur notre émotivité, puisqu'on vit des phénomènes psychosociaux de masse. Un phénomène d'affectivité collective instantanée. Vous voyez ces dernières années les attentats. Enfin, c'est quelque chose... Moi, j'ai vécu les attentats du Bataclan sur Facebook. Je l'ai appris parce que des gens de ma famille étaient à Paris, etc. Et puis, vous voyez des proches qui cherchaient des personnes avec qui ils étaient au concert au Bataclan, etc. Et puis, peu à peu, il y a des vidéos qui arrivaient sur Internet. C'était délirant, mais ça a de quoi vous donner des sueurs froides et c'est assez effroyable. Donc, phénomène d'affectivité collective. Voilà comment on dose les choses, comment on parle d'une écologie numérique finalement, voilà, une sobriété numérique. Et puis, il y a quelque chose d'irréversible aussi.
dans nos relations avec les autres par écran interposé. Dire quelque chose en vérité à une personne dans une conversation physiquement, c'est pas la même chose que d'envoyer un mail à chaud, en colère, sans discernement, qui peut être irréversible pour la personne à qui vous l'avez envoyé, qui peut mettre en danger sa carrière professionnelle, etc. Et c'est irréversible. Donc c'est l'exemple de Philippe Néri avec les plumes, mais de façon, voilà, la calomnie c'est décuplé, beaucoup plus puissante et irréversible avec les réseaux sociaux. Donc tous ces enjeux-là demandent aujourd'hui beaucoup de lucidité. Voilà, comment mes données sont utilisées, comment je me comporte sur ces réseaux, est-ce que je suis responsable? Ça demande du discernement et puis une certaine liberté. Alors, ça demande, je pense, un peu un programme pour nous chrétiens. Il faut nous former à ces enjeux parce que ça a une puissance extrêmement importante qui va avoir un impact sur la façon dont on vit en société. On peut dire qu'on est face à une montagne qui est du même ordre que l'évolution bioéthique aujourd'hui. On voit bien que les chrétiens ne sont pas très formés et que c'est des questions extrêmement complexes. Et ben, on a la même chose, avec les questions qui vont se poser avec l'intelligence artificielle, notre rapport aux machines, etc. Il y a beaucoup de choses qui ressortent. Donc avoir conscience de cette tendance addictive, l'ascèse, l'auto-limitation, ce n'est pas un vain mot aujourd'hui. Nous devons d'autant plus travailler nous-mêmes à la construction de notre personne, voilà, de façon fondamentale, notre rapport au réel, notre identité, voilà, la façon dont on se nourrit, on se cultive. Voilà, la culture, c'est la rencontre avec une œuvre, ça peut être une rencontre réelle, c'est pas la même quand on est via un écran interposé, c'est pas la même chose qu'on va ressentir. La culture vous fait goûter la réalité avec saveur. C'est le frère Rouvillois qui dit ça. Notre rapport du corps au corps aussi change. Et nous avons besoin d'affirmer notre... justement, j'ai beaucoup parlé de Jean-Paul II, mais voilà, de la théologie du corps, etc. On a besoin d'affirmer des choses parce que notre rapport change beaucoup avec ce monde virtuel. Et puis, notre façon d'exister en réseau. Dans une paroisse, c'est important, c'est pas... voilà, la solidarité entre nous, la fraternité, la qualité humaine de nos relations. Voilà, puisque vous avez une attraction de ce deuxième monde qui est extrêmement puissant et on peut se couper des autres. Alors dans les solutions qui existent, évidemment, il y a une voie il y a des solutions hein, pour la lecture et l'écriture sont d'autant plus une réponse à ce qu'on vit aujourd'hui avec tous ces écrans. J'ai bien aimé une interview récemment du ministre Bruno Le Maire qui disait, qui a fait un plaidoyer pour la lecture, en disant que ça développait l'imaginaire, ça nous ouvrait à d'autres horizons, ça nous permettait de mieux se connaître, de connaître des mots et de mettre des mots sur des situations et des réalités, que c'est une activité qui est à la fois solitaire mais qui ouvre sur le reste du monde et qui donne une ouverture d'esprit. Il a opposé la lecture justement aux écrans, en disant que les livres étaient une arme de liberté et que là où les écrans vous dévorent, la lecture vous nourrit. Les écrans vous vident, les livres vous remplissent. Et les écrans sont des instruments d'asservissement avec ces fameux stimuli du cerveau dont je parlais tout à l'heure, et les livres des armes de liberté. Voilà. Donc le livre, c'est le contraire du conformisme qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, puisque ça nous permet de cultiver nos singularités en tant que personne. Je pense qu'il est très important de cultiver le sens du discernement et l'esprit critique. Alors c'est le rôle évidemment de l'école et encore plus de l'université. Là, j'aime bien cette citation de Simone Veil qui dit « Dès qu'on a pensé quelque chose, cherchez dans quel sens le contraire est vrai ». On a vraiment besoin de ça aujourd'hui. Et puis, du courage, de l'intransigeance. Alors je vais conclure avec une dimension un peu plus spirituelle. Finalement, nous, en tant que chrétiens,
pour discerner par rapport à nos pratiques, si on va vivre avec tout ça, il faut se questionner sur la nature de nos attachements. Et là, c'est saint François de Sales qui nous dit ne point dérober, ne point mentir, ne point commettre de luxure, prier Dieu, ne point jurer en vain, aimer et honorer son Père, ne point tuer. Tout ça, c'est vivre selon la raison naturelle de l'homme. Mais par contre, quitter tous nos biens, aimer la pauvreté, l'appeler et tenir en qualité de très délicieuse maîtresse, là j'y vois déjà un appel qui peut être intéressant pour nous. En tout cas, une réponse à cette servitude volontaire des écrans, qui rejoint un peu une écologie numérique. Voilà, aimer la pauvreté. Et puis, par rapport aux réseaux sociaux et à cette façon un peu violente d'opposer les personnes, avec tous ces récits frauduleux et mensongers qui existent, toujours saint François de Sales qui dit « Tenir les opprobres, mépris, abjection, persécution, martyrs pour des félicités et béatitudes. » Il dit encore « Vivre au milieu du monde et en cette vie mortelle contre toutes les opinions et maximes du monde et contre le courant du fleuve de cette vie par des ordinaires renoncements et abnégations de nous-mêmes. » Évidemment, et c'est ce que dit saint François de Sales, ce n'est pas vivre humainement mais surhumainement, ce n'est pas vivre en nous mais hors de nous et au-dessus de nous, et parce que nul ne peut sortir en cette façon au-dessus de soi-même si le Père ne le tire. Donc je pense que c'est une réponse aussi à ces conformismes qui sont extrêmement dangereux pour nous. Et puis je finis sur une petite méditation, je suis tombé dessus ce matin pendant ma prière, dans Paroles et prières, c'est une méditation de sœur Catherine Aubin. Et sa méditation dominicale du jour, c'est la danse du renoncement. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant, parce que le renoncement, c'est pas au goût du jour. Je pense que c'est aussi une réponse que nous, catholiques, on doit porter. Et le renoncement, il s'illustre dans le détachement, qui entraîne une prise de conscience de ses priorités et donc de ses attachements sans issue, voire mortifères. Donc il ne s'agit pas de se détacher de ce que Dieu nous a donné, notre personnalité, notre identité originale, unique. Non, il faut être soi-même. Or, on ne devient soi-même que quand on lâche le masque des apparences et des comédies. Être vrai, c'est être détaché de soi. Et puis la deuxième chose que nous dit sœur Catherine Aubin, c'est l'attention aux autres, à soi-même, et puis de l'attention comprise aussi comme attente de Dieu. On ne peut pas renoncer sans envisager le temps et la patience. Là, c'est une citation toujours de la philosophe Simone Weil, je l'ai citée tout à l'heure, je crois. L'attention à son plus haut degré est la même chose que la prière. Et je vais finir sur cette phrase du mystique Maître Eckhart, qui explique ce qu'il en est du renoncement. Il enseigne que ce qu'il faut posséder, c'est cet esprit libre, décidé à laisser la place à Dieu sans concurrence. Il faut donc s'entraîner à le laisser être grand en nous. En quelque sorte, il s'agit de sortir de soi-même et de ses mauvais attachements pour laisser de l'espace et laisser Dieu entrer. Voilà, je vous remercie et la semaine prochaine, nous aborderons un plaidoyer pour la vie intérieure et puis le rôle du chrétien dans la cité.